Enlever les briques, casser l'enduit, gratter la crasse. Une situation qui traîne. Les femmes maçonnent, maçonnent, maçonnent. Sonne. Sœur. Sonne à ta sœur. Une pirouette. Ma sœur, moi-même. Arrête. Arrête de le faire à ma place. Allez, moi je m'aime. Et toi tu t'aimes. Fais confiance à ta démarche. Fais confiance. Fais confiance. Fais confiance, crois en moi. Le souffle, la respiration. Explosion. L'information est l'un des outils nécessaires pour prendre des Envie initiatives. d'exploser, oui. Tout détruire. Lâche-toi. C'est les briques. La respiration. Solitude. Allons plus loin dans la Vide. subversion. Allons encore plus loin. Enfin, Tout de suite. libre. Seul. Montre l'exemple. Moi, Je flippe, sa mère. Ça flippe, ça floppe. C'est ok pour Ça toi, ça? flippe, ça floppe, ça flippe, ça floppe et ça flapote. Flapote, flapote, flapote. Flip, je flippe, flip, flop. C'est ok, hein, si c'est pas ok. Flapote, flapote, flip, flip. Hop, plop, 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 plop. Ah, oh. Le monde est mon pays. Il y a une porte ouverte. Anna Mon Sirma, Mon pays. pratique ancestrale qui consiste à montrer sa Je viens vulve aussi. pour faire fuir l'ennemi. D'accord. Chez la Nagin. Je suis d'accord. Non. Ça va remuer. Lâche le feu. Ça bouillonne, le feu bouillonne. L'eau chaude ou le feu? Rage. Coup. Pratiquer une juste Rage. Numéro 1. Courage. Courage. Âge. Serre les abdos. T'as quel âge? Serre les abdos. Courage. Serre les abdos. Serre les abdos. Pilate. Serre les abdos. Le Serre les pilate. abdos. Allez. Allez, encore le pilate. Un petit peu de pilate. Et 1 et 2 et 3 et 4. Pilate, encore un petit peu. Juste un petit peu de pilate. Et serre les fesses aussi, hein. Rends ton ventre. Me dis pas ce que je dois faire. Jamais. Moi, j'ai Je fais toujours ce que je Ben, veux. Quand je fais du pilate, je me J'ai sens peur. bien. Et 5 et 6 et 7 et 8. peur. J'ai peur. Il paraît qu'on est en lien. Viens. En lien. En lien. Viens. En liaison. En Enchaîner. Enchaîner. connexion. Enchaîner. En- Viens. Encore un petit peu. Viens, s'il te plaît, viens. J'ai pas compris ce qu'elle a dit. Francophones et venant de diverses régions d'Europe, nous sommes cisgenres, non-binaires et d'orientations sexuelles diverses. L'idée est venue parce qu'on avait envie d'être ensemble. Des femmes, Que des femmes. Écrivaine. sans emploi, Artiste. Comédiennes. professeurs de dessin, Scénographe. animatrices, Mère. Travailleuses sociales. Formatrice. Chanteuse lyrique. professeurs de chant. Illustratrice. Rappeuses. Professeurs de théâtre. Nous sommes sœurs, amies, se réunissant 2 fois par mois près de Liège pour nous. Nous constatons que nous sommes blanches, ni trop jeunes, ni encore vieilles, et terriblement curieuses. Nous sommes artistes et brodeuses de nos réalités. Tu ne dors plus. Tu comptes le nombre de remarques sexistes qu'on t'a fait dans la journée. 3. Tu comptes le nombre de fois où cette semaine
tu as baissé les yeux au sol en marchant dans la rue pour pas te faire emmerder. 6. Tu comptes le nombre de fois où, ce mois-ci, tu t'es senti infériorisé juste à cause de ton genre. 22. Tu comptes le nombre de fois où, cette année, on t'a dit ou fait comprendre que ton comportement n'était pas en adéquation avec le fait que tu sois une femme. 365. Et tu additionnes tout ça. 396. Et tu prends une grande inspiration. Et tu ne dors toujours pas. Tu prends ton téléphone et tu scrolles les vidéos Facebook. Des filles ultra maquillées s'empiffrent de nourriture en mode ASMR. Tu te demandes comment elles font pour rester si minces. Et tu en déduis qu'elles se font forcément vomir. Et tu en déduis que ce que ça raconte de notre monde est profondément déprimant, mais tu continues à regarder. Les vidéos passent en boucle. Des tutos de maquillage. Des tutos pour se faire les ongles, des épilations laser, les bons gestes pour être à l'aise dans ton bikini cet été, et tu ne dors toujours pas. Tu te mets à compter le nombre d'heures que tu as passé dans ta vie à regarder ce genre de vidéos, et le nombre d'heures que tu as passé à te comparer et à t'en horrifier, mais à finir par toujours te culpabiliser de ne pas mieux répondre aux dictats imposés par ce petit écran allumé dans le noir de ta chambre et dans le vide de ton lit. Tu ajoutes à tout ça, évidemment, le nombre d'heures passées devant le miroir à inspecter la moindre imperfection de ton corps. 1 millier. Et tu ajoutes également le nombre d'heures passées à compter tes calories. 1 milliard. Et le coût total de tes séances chez l'esthéticienne pour l'épilation du maillot. Alors, 30 € par mois, x 12 mois égale 360 €, fois... Attends, ça remonte à quand déjà ma première épilation? Alors, on va dire 20 ans, donc 360 € x 12 égale 4320 €. Chut. Tu ajoutes ensuite le nombre de fois dans ta jeunesse où ta mère t'a dit « Tiens-toi droite, rentre ton ventre, ne parle pas trop fort. Tu es sûr que tu vas y aller habillée comme ça? Tu crois vraiment que c'est raisonnable de te resservir une deuxième assiette ?» Et tu divises ce chiffre par le nombre de fois où tu t'es enfin trouvée belle parce qu'un garçon te le disait. Putain de validation masculine. Dans une autre colonne, tu additionnes le nombre de bouquins féministes que tu as lus. 37. Ainsi que le nombre de podcasts sur le même sujet que tu as écouté. 13. Tu convertis tout ça en heures. Des milliers, des milliards. C'est super, bravo, tu es sur la bonne voie. À cela, tu peux également ajouter le nombre de garçons avec qui tu es sorti qui se disaient féministes. 11. Mais attention, Quoi? Tu retranches en multipliant par 2 ceux qui l'ont dit juste pour pouvoir te baiser bien profond. Putain. Et puis, tu prends l'âge auquel tu t'es fait dépuceler. 18. Si tu étais consentante, tu multiplies. Si tu l'as fait juste parce que la pression sociale t'imposait de le faire, tu divises. Et merde. Tu ajoutes à ce chiffre l'âge auquel tu as enfin compris le sens du mot patriarcat. 30. Mais aussi le sens du mot consentement. 30 aussi. Et donc, tu l'additionnes à l'âge auquel tu as osé dire non pour la première fois. 31. Mais malheureusement, tu dois retrancher par toutes les fois où tu n'as pas osé dire non. Si ton résultat est dans le négatif, tu dois également diviser par le nombre de fois où le mec a joui et s'est arrêté là. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai couché avec un mec 6. Si ton résultat est toujours dans le rouge, tu es forcé d'ajouter l'énorme poids du silence quand tu t'es réveillé et que le mec était en train de te baiser. Voilà. Tu peux maintenant contempler ton résultat et calculer ton taux d'émancipation et voire de déconstruction. Et surtout, tu continues à respirer. Comme t'a montré ta psy.
Si ce n'est déjà fait, installez-vous confortablement. Vous êtes parti pour une petite vingtaine de minutes. Extrait de Subversive, l'art subtil de n'être jamais là où l'on vous attend. Ouvrage de Gisèle Ziglag. Songe à ta vertu. Sois une femme moderne. Travaille. Occupe-toi des enfants. Prie. Avorte. N'avorte pas. Retiens tes larmes. Jouis. Sois présente. Ne parle pas autant. Fais un régime. Maquille-toi. Gagne plus. Reste à la maison. Sois le pilier de la famille. Marie-toi. Divorce. Séduis. Habille-toi convenablement. Ris. Pense et tais-toi. Aime-moi. En devenant la référence extra-biologique exclusive, les hommes ont composé et imposé la symétrie entre les genres. L'homme surnaturé d'un côté, la femme exclusivement naturelle de l'autre. L'homme plus proche des dieux et des cieux, la femme plus proche de l'animal et de la terre. Lui qui regarde, elle qui est vue. Le mâle engendre le mâle, une partogénèse en 3 mouvements. Si le mâle est engendré biologiquement par la femelle, à son tour, il engendre extra-biologiquement des mâles. Ce rêve de partogénèse masculine est l'indice de l'appropriation exclusive par le masculin des contenus de la société-culture, à travers lesquels il maintient son hégémonie. Il n'autorise la production de contenus civilisateurs que par une fertilisation masculine sur une terre masculine. 3 mouvements se dégagent de cette dynamique. Premièrement, la volonté d'être les seuls à avoir une perception juste du réel. Les hommes nous expliquent le monde. Paternalisme et misogynie intellectuelle sont de mise. En prenant l'habitude de nous lire le monde, ils nous glissent au passage qui nous sommes et comment agir, art dans lequel ils excellent. Ils connaissent notre place, ils l'ont forgée. Deuxièmement, tous les espaces sont bons à prendre. Les hommes possèdent le monde par l'exclusivité des supports disponibles dans l'espace de la société-culture, politique, droit, sciences, culture et culte. Troisièmement, la représentation de soi érigée en concept. L'homme a saisi toutes les correspondances entre sa personnalité et une définition de l'être humain. Le genre masculin s'identifie au genre humain. Un peu plus loin, l'autrice nous rappelle comment les Grecs ont inventé la démocratie. Une des formes les plus tenaces de l'oppression subie par les femmes provient des séquelles laissées par la division entre les sphères publiques et privées, à l'origine de l'invention de la démocratie occidentale. Les Grecs séparèrent la sphère privée et la sphère publique de façon asymétrique. Ils attribuèrent la liberté et la reconnaissance de la valeur individuelle uniquement à l'espace de la sphère publique. Participer à la sphère politique donnait un vrai sens à la vie. Les femmes ont été reléguées à la sphère privée, au seul prétexte qu'elles donnaient la vie. Leur nature, décidée par les hommes, les maintenait dans le rôle des aidants. Aider les hommes, les enfants, les personnes âgées, les malades, mais sans les attributs et honneurs du médecin. Tenir les maisons, nettoyer les déchets biologiques et domestiques, prendre soin de la matière vivante, le tout sans rétribution. Extrait du chapitre qui se nomme « Se libérer et participer au monde ». Le féminisme est un humanisme. Le féminisme est l'autre visage de l'humanisme. Le féminisme est un humanisme. Il a toujours été là, jalonnant l'histoire. Il est la dénonciation des abus extra-biologiques des hommes et de l'empêchement répété d'accéder à la civilisation. Croire que cet état de fait contextuel lié à la maîtrise d'un processus continu et éternel, c'est inscrire l'oppression masculine sur les tables de l'éternité. Laisser les femmes tremper dans la victimologie, une fausse rumeur sur le genre. C'est aussi interdire aux hommes
toute possibilité d'évolution. Stigmatiser l'homme dans la position de la domination éternelle a pour corollaire l'image de la femme saisie dans une figure de l'éternelle victime. Pour pallier à ça, l'auteur nous donne quelques astuces. Commencez par vous appartenir à vous-même. Évoluez comme un sujet et non comme un corps qui est l'objet d'une conversation des autres. Une des conditions de la subversion, c'est de se réintégrer dans son incarnation, de faire en sorte qu'elle n'appartienne qu'à soi, ni aux ascendants, ni aux descendants, ni à la société, ni aux magazines, ni à celles et ceux qui peuplent votre intimité. On ne peut pas être subversif dans le déni de soi. Il faut commencer par être pour devenir. Être, c'est s'habiter. Habiter, c'est s'incarner. Être d'abord en soi, avant d'être happé par les mots, les projections, les idées des autres. Des imaginations qui ne seraient pas les vôtres. Laissez vos propres rêves flotter à travers votre corps. Ils attiseront votre feu intérieur, la place de l'âme et de l'esprit. Cela implique de se reconnaître totalement et intégralement. Je suis moi-même. Je n'appartiens pas à quelqu'un d'autre et n'ai pas besoin de passer par des chemins périphériques pour avoir le sentiment de mon identité. J'ai une connexion directe avec moi-même car je suis moi-même. C'est votre responsabilité vis-à-vis de la véritable personne que vous êtes. Se choisir soi-même, apprendre à dire non. Une façon de nourrir une tranquillité d'esprit est d'apprendre à dire non. Savoir dire non, c'est apprendre à se choisir soi-même. Se dire d'abord oui à soi-même. Si vous ne dites jamais non, votre oui n'a aucune valeur. Un acte de responsabilité par rapport à soi-même et par rapport aux autres. S'initier à l'art de ne pas tout donner, il est inutile et avisé de ne pas tout donner d'un coup au risque de se faire déposséder. Trouvez vos équilibres. Faites de votre don un acte libre. Refusez le fait d'être possédé par les autres. Vous n'êtes pas un open bar. Glissez tout doucement dans la peau d'une contre-culture. Dès que vous le pouvez, craquez les codes pour craquer les genres et la liste de vos syndromes et complexes disparaîtra. Craquez les codes attendus. Soyez subversive en conscience. Libérez-vous des attendus stéréotypés pour créer des espaces neufs de liberté. C'est un exercice bienfaiteur pour vous et pour votre environnement. Montrez qu'autre chose est possible. Vous n'êtes pas réductible à un schéma étroit et exigu de pensée et de classification. La subversion, c'est aussi une invitation. Elle permet de travailler sur ces référentiels culturels et de créer une contre-culture. Culture et contre-culture rassemblent à un Janus bifront, dieu romain des commencements et des fins. Chaque fois que vous avez la possibilité de vous déprogrammer ou de déprogrammer les autres, n'hésitez pas, faites-le. Chapitre du jeu, des jeux et de l'audace. Reconnaissez que vous n'êtes pas réductible à ce que vous faites dans votre quotidien, même si vous vous exprimez à travers vos actions. Si vous voulez changer les règles du jeu, vous êtes obligé d'en connaître les ressorts et les mécanismes. Comprenez les règles de tous ces jeux qui se jouent et tissent parfois leur toile autour de vous, pour pouvoir les manier à votre guise. Savoir jouer avec les jeux, c'est développer un potentiel de subversion. L'art subtil de ne pas être là où on vous attend. C'est déjouer et rejouer, mine de rien, en développant un sens de l'observation et un art du dialogue. Vous arriverez à mettre des mots sur les jeux qui se jouent devant vous. Ce sont les préambules pour mettre ensuite votre empreinte personnelle dans le jeu. Restez zen, vous n'êtes pas lisible, personne ne vous accusera de jouer au jeu car tout le monde y joue et il y a un accord tacite et collectif sur ce point. Ambiance familiale, non dit, rôle attitré dont on ne sait plus sortir et rituels imposés sont des noms d'autres jeux. En étant subversive, vous rétablissez
l'ordre naturel de votre équilibre personnel. Vous reprenez possession de vous. Vous gérez vos apparitions dans les jeux des autres. L'audace protège. Elle est une disposition à oser. Faire preuve de hardiesse, de courage, de goût pour le risque, faire quelque chose de nouveau, autrement, dépasser ses peurs pour goûter à l'exercice de sa pleine puissance. Lorsque vous n'osez pas avancer en pleine lumière, être la première, passer outre les susceptibilités tapageuses des égos qui vous entourent, prononcer la phrase qui vous libère, quitter une situation inextricable, revendiquer la valeur de votre travail, dire non, changer de voie, faire ce qui n'est pas attendu, être inédite, activer votre audace. Du matin au soir, repérez toutes les conversations qui vous usent, vous fatiguent, impactent votre goût de vivre, vos désirs d'explorer autre chose. Osez être neuve. Pour une mobilité parfaitement subversive. La première étape consiste à vous réapproprier qui vous êtes et vous mettre ensuite en mouvement. Vous avez arpenté les corridors des complexes et syndromes en tout genre, et ce qui reste à la fin du jour, c'est une connaissance unique, une pratique de soi, tel un diamant qui commence par ne briller que pour vous. Bougez. Changez votre position et par conséquent votre posture. Émancipez-vous de vous-même et vous aurez le pouvoir de vous émanciper d'autrui. Que cet autrui soit une famille, un mari, un compagnon, une compagne, une amante, un amant, des collègues, des amis. Être votre meilleur ami. Sortez de la place qui vous est assignée ou que vous finissez en bon élève ou fille sympa pour vous auto-assigner. Vous n'êtes pas une plante verte ou tout autre végétal décoratif qui fait de l'ombre à bon escient dans le parc à thème. Ne vous laissez pas transformer en décorum. Goûtez à votre propre compagnie. Le savoir-être commence avec soi-même. Savoir qui je suis pour être juste avec moi-même, puis mon entourage et composer avec qui je suis. Vous n'êtes pas seul en marchant dans les rues, même quand vous l'êtes physiquement. Vous êtes d'abord avec vous-même et savourez librement l'agrément de n'appartenir qu'à vous-même. Dégagez votre mental de métaphores végétales et de toute autre analogie qui réifie, immobilise et vous transforme en décorum. Dites-vous, si je bouge, c'est que je suis vivante. Visualisez les frontières. Vous agissez par réflexe, sous le sceau de l'éducation, par habitude, par exigence personnelle pour cocher toutes les cases que vous croyez indispensables dans votre règlement intérieur, sans en avoir vraiment vérifié les sources, pour avoir l'air d'eux, même si vous ne savez pas vraiment ce que c'est avoir l'air d'eux. Parce que vous ne voudriez pas, en outre, que l'on dise de vous que, dans le fond, vous n'arrivez pas tout à fait à poser les mots concrets sur ces deux phrases. C'est bancal. Cela vous met mal à l'aise. Il vient de loin, ce vent qui vous pousse parfois à agir par mécanisme, par pur réflexe, ayant trop longtemps trempé dans les eaux troubles et profondes de la culpabilité, des injonctions à multiples tiroirs. S'extraire des postures intenables. Une telle posture est-elle viable, tenable ? A priori non. Si l'on en croit les derniers chiffres sur le burn-out qui indiquent que les femmes sont plus de 2 fois plus touchées que les hommes, pour retrouver du sens, de la tenue, de la consistance, revenez à la simplicité première, à votre vérité personnelle. Subversion et sororité. À titre collectif, une subversion est possible lorsque différents individus se rassemblent autour de postures et d'agissements communs pour proposer d'autres règles du jeu. Les révolutions politiques et culturelles ont utilisé la subversion pour initier de nouvelles visions du monde, renverser l'ordre établi. Pendant des siècles, pour mieux asseoir la domestication des femmes, les hommes les ont politiquement et socialement divisés pour mieux régner. Les femmes entre elles peuvent être des passeuses de la subversion, ce qui est une façon très utile de nourrir la sororité et d'accompagner des générations différentes dans une prise de conscience collective de la nécessité d'être subversive et de se reconnaître comme telle, de s'aider dans le quotidien professionnel et personnel.
Mesdames, taguez les autres positivement dans leur essai, tentative plus ou moins aboutie de subversion lorsque vous les reconnaissez. La subversion deviendra un rituel lorsqu'elle sera une norme et le signe d'un changement de paradigme social, politique, culturel et symbolique. En attendant ce moment, elle signe une rupture. Habilement menée, elle devient une force stratégique pour un nouveau projet de société inclusif et humaniste. Expliquer sans se justifier. Changer de cap, d'orientation, modifier son souffle. Dans cette traversée de sa révolution intérieure, appliquer le théorème suivant. Expliquer sans se justifier. La ligne est fine entre les deux. Tenir la barre et garder ancrée sa position. Quand vous donnez une explication, suspendez vos paroles pour ne pas tomber dans la justification. Respirez et laissez passer. Ne pas franchir la ligne syntaxique qui vous retransforme en petite fille sage et obéissante qui travaille bien, attend sa récompense. Celle qui donne la belle réponse, qui en devient lisible et transparente. Lâchez les explications inutiles sans céder aux périphrases. On devient subversive pour changer les règles du jeu, on devient subversive par désir de l'être et par la nécessité de créer un autre monde. On devient subversive quand on a compris que la subversion est l'acte ultime qui saura nous libérer de la nécessité de la libération. On devient subversive pour être soi. En finalité, une réflexion de l'autrice. Cette interrogation que je porte sur l'asymétrie du genre masculin et du genre féminin a nourri mes propres travaux de recherche en philosophie sur la difficulté et la nécessité de définir l'identité humaine à travers les notions de genre. Je voudrais finir ce livre, qui est aussi une ouverture, en exprimant plusieurs points. En premier lieu, il me semble nécessaire d'arrêter de vouloir systématiquement épargner les hommes sur le sujet de la domination civilisationnelle des femmes, en étant toujours très prévenante avec eux, en s'excusant de penser notre condition parce qu'il ne faudrait pas qu'ils se sentent exclus. Ce rapport de force n'a plus lieu d'être. Il n'est pas intéressant. Il est essentiel que les hommes reconnaissent en conscience, sur les chemins de la pensée et de l'histoire, ce qu'ils ont fait aux femmes pour pouvoir maintenant passer à autre chose. Arrêter définitivement le processus qui n'est intéressant pour personne, ni pour les hommes enfermés dans des schémas réducteurs et dans le piège d'une virilité qui se crée en décalque négatif des femmes, ni pour les femmes qui ne l'acceptent plus. Notre monde a besoin des deux, des hommes et des femmes et des hommes qui constituent l'humanité dans son essence universelle. En second lieu, les femmes ne devraient plus s'excuser d'être féministes. Une femme qui s'excuse d'être féministe s'excuse en réalité du fait de devoir encore prouver son humanité et la rétablir aux yeux des autres et de la société plus largement. Le féminisme est un humanisme, car il replace les femmes dans le concept inclusif et universel d'humanité. On enfreint les règles, on enfreint les règles, on enfreint les règles, on enfreint les règles. Miaou, 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 miaou,
Elle se déteste et se rêve pur ornement, sage et somptueuse. Végétale plutôt que bête. Arbre, elle dominerait l'orangerie par ses effluves, décorerait le sol des flocons de ses pétales tombés. Il faudrait qu'elle soit taillée et tutorée pour donner de beaux fruits. Ses branches heurteraient les vitres de la serre. Ses fleurs ne seraient fécondées par aucun des insectes tropicaux que nécessiterait sa reproduction. On l'aspergerait sans cesse d'engrais et de fongicides pour qu'elle survive. Elle s'épanouirait quelques années, mais en secret, flétrirait et saurait. Les canaux qui sèchent en son cœur et les poches de sève qui poussent sous sa peau, prêtes à exploser et à répandre leur poison. Quand il pleut, elle voudrait m'enseniller. Quand il pleut, elle se voudrait m'enseniller. Elle reste un monstre. Elle nourrit un monstre. Un monstre vit en elle. Elle le mange. Elle muselle. Elle lustre la carapace du monstre avec sa salive. Les écailles brillent. Elle tait ses fièvres et ses nuits. Elle le promène quand tout dort. Elle pousse des cris silencieux. Pour se taire, elle enfonce ses ongles dans ses bras et ses cuisses. Des demi-lunes rouges et bleues fleurissent sur son corps, puis disparaissent. Elle voudrait être fragile, forte, distinguée, vulgaire, tendre, spirituelle, cultivée, artificielle, sincère. Elle pense être violente. Elle ne sait pas si cela la définit. Elle fait le contraire de ce qu'elle dit. Elle ne sait pas qui elle est. Elle ne voit qu'un trou où elle tombe. Elle s'engouffre dans ce trou et ça la fait crier. Elle ne peut pas retenir ses cris. Elle a du mal à sortir des difficultés, à s'extirper. Elle ne sait pas si elle va traverser la terre. Elle ne pense pas trouver une issue de l'autre côté. Elle a toujours la bouche trop pleine pour pleurer. Tous les miroirs qu'elle croise sont fissurés. Il y a des déchirures dans ses pupilles quand elle les fixe. Elle ne sait pas les dissimuler. Des filaments noirs qui s'échappent et découpent les iris. C'était une maison douce, une maison de bonne aloi, juste ce qu'il faut de mousse répartie aux bons endroits, assez de murs pour connaître une chaleur bien à soi, et ce qu'il faut de fenêtres pour regarder sans effroi. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Elle ouvrait parfois sa porte à ce qu'elle choisissait. La serrure n'est pas forte, maison tu n'as pas de clé. Mais avec sa confiance, jamais elle ne pensa qu'on pût user de violence pour pénétrer sous son toit. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Advint qu'un jour de malchance, une bande s'approcha. On sonne à la porte, on lance des coups de pied çà et là.
À plusieurs on s'encourage, on prétend qu'elle ouvrira. Et commence le saccage, la porte on l'enfoncera. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Sauvagement ils pénètrent, dévastant tout devant eux. Ils obligent les fenêtres à s'ouvrir devant le feu. Avec leurs couteaux ils gravent des insultes sur les murs. Et s'en vont faisant les braves quand tout n'est plus que blessure. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. La maison depuis ce crime n'a plus d'âme ni de nom. Mais elle n'est pas victime, c'est de sa faute, dit-on. Il paraît qu'elle a fait preuve d'un peu de coquetterie. Avec sa toiture neuve et son jardin bien fleuri. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. D'ailleurs, une maison sage ne reste pas isolée. Celles qui sont au village se font toujours respecter. Quand on n'a pas de serrure, il faut avoir un gardien. C'est chercher les aventures que de fleurir son jardin. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Si vous passez par la route et si vous avez du cœur, vous en pleurerez sans doute, c'est l'image du malheur. Mais rien, pas une de vos larmes ne lui portera secours. Elle est loin de ses alarmes, elle est fermée pour toujours. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Si j'ai raconté l'histoire de la maison violentée, c'est pas pour qu'on puisse croire qu'il suffit de s'indigner. Il faut que cela s'arrête, on doit pouvoir vivre en paix. Même en ouvrant sa fenêtre, même en n'ayant pas de clé. Non, non, je n'invente pas. Moi, je dis ce que je dois. Sérénité. Respiration. De l'air. Sensation de vide, mais tête pleine. Les pensées tournent en boucle. Disque rayé. Pensées qui tournent en boucle, mais n'aboutissent à rien de concret. Le sens ne parvient pas. Vide d'énergie. Combler cet espace du vide par un vide dans ma tête. Laisser couler, s'échapper les mots qui ne trouvent pas le sens. Vider ma tête pour remplir le vide. Y mettre de l'air, de l'oxygène. Respirer. 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 L'air entre. Tombe quelque part au centre de mon moi et ressort par mes lèvres entr'ouvertes. Puis il y a un moment de rien. Habiter ce rien. Faire naître le désir que l'air entre à nouveau. Habiter ce désir. Emplir
cette pièce vide par de l'air. Danser dans cet air. Respirer dans cet air. Songer. Rêver. Regarder ce vide et trouver beau. Le chérir. Le câliner. Ouvrir ses portes. Laisser passer le trop-plein de ma tête dans le vide intérieur. Rééquilibrage. Dépressurisation. Organiser les contradictions. Les laisser transiter. Cheminer. Pour y poser du sens. Ou pas. Désencrasser la colonne d'air. Celle qui va de ma tête à mon ventre, voire à mon sexe. Laisser l'air circuler dans mon vide. Chérir mon vide. Être douce avec lui. Lâcher prise. 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 M'émanciper de ma peur du vide. Émancipation. Émancipation quoi? Émancipation. La première fois, c'est quand je suis partie de chez mes parents. J'ai pris un code pour mes études, j'ai commencé psycho. C'était un fantasme de quitter la maison familiale et pour moi, ça rimait avec liberté. Fini les contraintes, je me réjouissais de prendre mes responsabilités. Dans une petite boîte, très jolie boîte, toute décorée. Chaque nuit, sa couleur et ses variations. Dans une petite boîte, toute petite boîte, je commençais à m'explorer, à me découvrir comme un nouveau continent inconnu. Je m'apprenais, me toucher, me sentir, m'écouter, m'observer, essayer avec moi, juste moi. Je me sentais revivre, ou du moins un côté de moi renaissait enfin. Comme une fleur qui éclot au printemps, je peux être qui je veux. Je suis libre de dire et faire ce que je veux. Être et dire ce que je suis, et tranquillement être sans un bruit. Être dans le bruit et bruiter dans les êtres d'autrui. Takadag, la 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 la, Comment garder son calme intérieur dans le tumulte social?
Comment laisser à l'autre la possibilité d'être Doit-on toujours multiple et penser mouvant? la question de l'émancipation Est-il dans le rapport possible à de l'autre? garder son intégrité simultanément dans Est-ce la que tu m'invites solitude dans ta et dans la boîte, l'objet le plus sociabilité? sensible Comment dans ta gérer boîte? son territoire personnel dans Est-ce que ta l'espace boîte est social? organique? Quel chemin pourrait prendre la solitude pour être nourrissante plutôt que subie? Vivre seule, toute seule, complètement seule, dans un pigeonnier, près des oiseaux, avec un jardin. La lune pour veiller et en bas, la rivière qui coule et s'écoule. Comme le sang, comme l'eau, comme le lait de la source. Visiter son intérieur en solitude pour y découvrir les méandres de son antre. Entre l'eau et le feu, entre la terre et l'air, entre le métal et le bois, entre chien et loup, entre tous les moi qui s'entrechoquent et s'entremêlent à l'intérieur, et qui aussi s'alignent et résonnent. Découvrir son antre, l'antre mille qui s'illumine. C'est quand la prochaine fois que tu as prévu un vide dans ton agenda? Quelle est la place du vide dans ton émancipation? Laisses-tu assez de place à ce vide? Quelle sera ta prochaine émancipation? C'est quand la prochaine fois que tu as prévu de te prendre dans tes bras? Est-ce que tu t'aimes? Et ton enfant intérieur, tu y penses à ton enfant intérieur? Et si j'envoyais tout ça péter? Mais oui, chaque séparation est une émancipation d'un carcan qui ne convient plus. Écoute. Non, ne m'écoute pas moi. Écoute. Cet homme que je crois aimer car il rassure mes blessures, cet ogre qui me tient prisonnière, qui m'enferme, cherche à me couper de mes relations, qui est jaloux, oppressant, qui agit avec moi comme un père qu'il a l'âge d'être, un père incestueux auquel je m'accroche pendant des mois et des mois. Et puis, ce jour où je dis stop, où je me sens empreinte d'une assurance indéfectible. Pas de doute. Je ne céderai pas malgré le chantage. Ce jour-là, j'ai ressenti une force que je ne me connaissais pas. Papa. Mot courant désignant le père, le géniteur, le premier modèle masculin abusif, dominant et contraignant, insufflant dès la naissance à la petite fille l'insoutenable et perpétuelle recherche de validation. Cette dernière tentera sa vie durant de répondre à ses attentes. Attentes qu'elle devra, bien évidemment, décoder par elle-même. Ce dernier étant incapable de les nommer de manière précise, car n'ayant jamais été éduqué à les communiquer. La reconnaissance, je la ressentais, le manque de reconnaissance, je le ressentais jusqu'au jour où je me suis émancipée de ça, pour le coup, et je me suis fait une raison, je me suis même dit qu'il était mort. Ouais, bah écoute, parfois la mort, c'est la meilleure façon de s'émanciper de son père. Quand il est parti, ma mère avait tendance à idolâtrer beaucoup mon père. Mais moi, en fait, je n'arrêtais pas de revenir sur « Ouais, mais attends, il disait ça, il faisait pas ça. » Alors oui, c'était quelqu'un qu'on aimait et tout ça, mais ce truc de reconnaissance, je m'en suis un peu débarrassée, mais de parce que mon père est parti. Et en fait, j'ai aussi fait des choix parce qu'il n'était plus là. Et je crois que j'ai plus assumé les choix que je faisais parce qu'il n'était plus là aussi. Bah, en fait, oui. La mort est aussi une émancipation quelque part, en fait. Donc la question c'est si vous croyez qu'il y a autre chose comme rapport possible entre un père et sa fille, à part ce désir de validation qui construit la future femme. Est-ce qu'il y a un rapport possible autre? Répondre à une injonction pour se permettre d'exister, rentrer dans un cadre donné, coller parfaitement au moule, et si le moule est trop étroit, eh bien, il te faudra perdre du poids. Quand j'étais petite, après le divorce de mes parents, je voulais dormir avec mon père. Et pour avoir accès à son lit, je devais, durant la journée,
me montrer gentille, serviable, polie et souriante. J'y parvenais à chaque fois. Je réussissais avec brio ce petit jeu qui voulait que je taise la partie sauvage de mon être pour répondre parfaitement aux attentes qu'il pensait qu'une petite fille devait rencontrer. Adolescente, j'ai craché sur mon père, je l'ai renié. Je pensais m'être libérée, mais je n'étais passée que d'un carcan à un autre, parce que pour que le premier garçon dont je suis tombée amoureuse accepte de m'accueillir dans ses bras, dans son cœur et dans son lit, j'ai répété le même schéma. Je me suis montrée douce, gentille, docile et attentionnée. Et comme le moule était un poil trop étroit pour moi, eh bien, j'ai perdu beaucoup de poids. C'était fini. J'avais joué la parfaite petite copine, ménagère, cuisinière, performeuse sensuelle, des tonnes de masques pour lui, pour soi-disant mériter son amour. J'ai été même jusqu'à jeter une partie de ma garde-robe pour ne porter que ce qui lui convenait. Il ne m'avait rien demandé, mais j'avais intégré par l'éducation et les conventions que c'était ce que l'on devait faire pour garder un mari. Un jour, en pleine journée, je regardais Desperate Housewives en mangeant des chips et j'ai réalisé ô combien je m'ennuyais. J'avais 21 ans, il était hors de question que ma vie continue ainsi. Je dis non. Je suis contre un arbre. Je dis non. Je ne ferai rien aujourd'hui. Rien pour les autres, rien pour moi. Fuck! Je dis non. Je ne dis rien. Je ne fais que penser. Et je dis non à la pensée constructive. Ta gueule! Regarde, c'est tout. Sens, c'est tout. Je suis contre, c'est tout. Et ça me fait du bien. Alors tais-toi, laisse-moi, chut, non, 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 non. Je suis contre et tu dois faire avec. Je reconnais plus mon visage. J'ai dû oublier à quoi je ressemble. Je sais plus où je l'ai mis. J'étais persuadée d'être au bon endroit, mais je reconnais plus mon visage. La dernière fois, j'étais en rue, à un arrêt de bus, et je me suis vue dans la vitre, tout était bien en place, et je me souviens m'être dit, j'ai les sourcils en bataille. Mais là, je me reconnais plus. Mes yeux ne racontent plus la même chose. Je sais pas comment dire, je me supporte plus. Ça vous est déjà arrivé, à vous ? Vous dire qu'il va falloir encore plusieurs années avec ce corps, ce tempérament, dans cette situation ? Non, sérieusement. Les autres me reconnaissent. Ah ça oui. Mais moi, non. Écoute, il y a 10 ans, c'était un bonheur, un plaisir perpétuel. Mais depuis que j'approche la cinquantaine, c'est un peu plus compliqué j'ai l'impression que j'ai vécu longtemps dans une sorte de paradis à propos de mon corps, du style, c'est le mien et il va jamais changer. Et je sentais mon énergie, ma force parfaite et tout. Mais depuis que ça décline quand même un peu, je me pose des questions de comment, du rapport que je veux en avoir, comment je veux l'accepter, quelle résilience. Est-ce que je mettrai en œuvre pour toujours l'aimer, pour toujours le soutenir, pour me laisser porter par lui Pour moi, c'est une question d'âge. Parce que sinon, j'adore mon corps. J'adore sentir, j'adore marcher, j'adore manger, j'adore chier, j'adore respirer et tout ça. Mais avec l'âge, je crois que ça va un peu... Mais c'est intéressant, puisque ça m'oblige à revoir beaucoup de manières de penser et de me percevoir. Et c'est chouette, c'est intéressant. Voilà. Moi, j'adore prendre soin de mon corps.
J'adore me dire que j'ai une alimentation de plus en plus proche de ce que j'ai besoin, de me dire que je dois faire du sport pour être en forme psychiquement. J'adore me dire que je dois être créative et que c'est mon corps qui en est l'outil. Et donc, je me réjouis de cette découverte avec mon corps. Même si je suis quelqu'un qui a presque perpétuellement mal, ben j'accepte ça et je vais chercher cette douleur, des réponses dans cette douleur, quoi. Et donc, du coup, la réponse, c'est souvent le mouvement. Et donc, j'ai envie de bouger de plus en plus et trouver d'autres façons de bouger. J'ai lu l'histoire de cette femme. Elle m'a effrayée, elle m'a prise par la gorge, m'a fait tourner en rond. J'ai dû me lever pour retrouver ma dignité, mon entendement. Et sitôt elle m'a retourné l'estomac, aspiré la poussière et vomi le dégueulis. J'ai pas pu l'arrêter. Elle était d'une puissance d'attraction. Je n'aurais jamais voulu l'arrêter. Elle m'a fait voler et respirer comme jamais. Elle m'a invité à inspirer plus d'air. Elle m'a montré des territoires. Cet air a fait sortir des larmes, a rempli mon ventre de colère. Cet air a réchauffé mon sang et me fait marcher. L'histoire de cette femme me fait avancer. Je ne peux plus rester sur place. Je ne peux pas tourner en rond. Je suis partie. Je reviendrai peut-être et on se retrouvera peut-être. Est-ce que la colère est un ingrédient nécessaire à un parcours d'émancipation ? Ouais, je dirais qu'en tant que femme, oui. Parce que c'est une émotion qui ne nous est pas trop accordée. Moi, personnellement, c'est une émotion que je n'ose pas beaucoup ressentir, exprimer. Il y a quand même un petit peu... dès que t'es petite fille, quand t'es petite fille, on te fait comprendre que il faut plutôt se tourner vers la douceur, la gentillesse, le calme, la politesse. Et très vite, si t'essayes d'exprimer des choses plus rageuses, colère, sauvage, on te remet assez vite dans ta case, à ta place. Mais oui, c'est ça la colère. Elle est toujours venue pour me parler, pour que je l'entende et que je dise mes limites. Que je sente les résistances. Et puis aussi comment les accueillir. Cette violence, elle vibre. Et elle est là pour moi. Je dois la laisser passer. C'est dur. Ça submerge de ressentir, moi, tout ce que je vis et en même temps déconstruire la société. Tout en même temps, tout est là. On ne s'est jamais vraiment effacé là d'où on vient. Chez moi, ça picole sec. C'est normal d'être bourré. D'ailleurs, la première fois où mes parents m'ont vu tomber d'alcool, ils m'ont montré du doigt et ont ri bien fort. J'avais 13 ans. C'est là où tout a commencé, cette banalisation du démon. Quand je vois tous les mauvais choix que j'ai pris en prise à cet alcool, faiblesse en descente, lassitude, dépression, violence, peut-être viol, je sais plus. D'ailleurs, je pense à ça. Combien d'hommes ont abusé d'une fille bourrée ? Bon, ça liait tout, le couple, les relations d'amitié, la créativité, l'extase de vivre. Jusqu'au jour où j'ai compris que c'était l'obstacle à la vérité, à ma vérité. Que ça sent plus et plus rien n'avait de fond. Tout était vide de sens, il ne restait que culpabilité. Du coup, se retirer, prendre du recul, se recentrer et voir l'horizon, vers où on veut aller en fait. Ce n'était pas un sevrage mais une libération. Et faire la fête a pris un sens différent. Il n'y avait plus de destruction, juste de la joie. Si tu veux allonger ton ombre sur le sable noir de ce couloir de condamné, prends le train de nuit et dors dedans avec la tête tranchée par la bave lunaire et froide des rêves de fin du monde. J'ai claqué la porte. Depuis, ça pulse, ça virevolte, ça danse, ça aime, ça rit. Je me fous de quoi j'ai l'air et c'est tant mieux. En vrai, on est toutes différentes et donc pourquoi se comparer ? On ne peut être qu'autre que ce que l'on est. Alors soyez
La soie est si douce. Rendez-vous en avant. Quand on s'y retrouvera, on sera toutes plus loin, plus fortes, plus sœurs. Comment vis-tu la sororité ? Pour moi, c'est une sensation. C'est pas facile à décrire. C'est une sensation de chaleur. Quand je suis en présence de quelqu'un d'autre, c'est une sensation de chaleur que je ressens. Ok. Pour moi, c'est plus comme un matelas. Un matelas ou un filet qui est là, qui peut te retenir si tu tombes ou si tu vas chuter, mais en tout cas, quelque chose qui peut te protéger, mais comme un trampoline matelas. Il y a l'aspect à la fois protection et booster, quoi. La sororité, ça donne de la force aussi, ça donne de l'énergie. Émancipation. Oui. 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 Oui, il faut monter au front. Oui. Oui, il faut hurler. Oui. Être en colère. Et faire brûler les idées. Oui. Reçues tenaces. Oui. 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 Désormais, je respecte le combat de celles qui osent crier. Haut et fort, ce que les gens n'ont pas envie d'entendre. J'admire leur courage et leur force. Oui. Oui. J'aime nous imaginer comme une grande équipe, avec chacune nos méthodes pour arriver à nos fins. Dans cette équipe, je me vois plus comme milieu de terrain ou modératrice qu'attaquante, c'est vrai. Parce que je crois que parfois, la douceur et la bienveillance, associées à la révolte, peuvent faire changer d'avis même le pire des cons. Allez, c'est parti. Allez, vas-y, c'est parti. Ouais. Tu peux... Tu peux faire l'amour avec tes mains, avec ta langue, avec tes cordes, des accessoires, tes pieds et ta tête. Allez, ouette. Puis il y a les caresses qui font partie intégrante de l'acte d'amour, mais qu'on expédie trop souvent parce qu'on se dit que nos sexes sont au centre du plaisir. Mais le corps entier est une zone érogène et certaines personnes peuvent même atteindre l'orgasme sans qu'on leur touche le... Touche-moi le bout des cheveux. Chacun son truc, chacun sa zone. Il y a tellement de choses à explorer en dehors de la zone génitale. Oui. Le coude. Entre les orteils. Ouf. En oreille. Le bout des doigts. L'arrière du genou. Le creux de mon coude. Les préliminaires, c'est un bouquet de fleurs. C'est flirter. Envoyer un sexto. Jouer à « Je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». Bah quoi ?
On y va? Et mon menton, tu l'as vu, mon menton? Ouvre la bouche. Ferme les yeux. Mords-moi le menton. Tu peux me mordre le menton? Donnons-nous le temps de prendre du plaisir avec les doigts, la bouche, les yeux, les caresses. Aimons-nous et respectons-nous, bordel! Est-ce que j'ai le temps? Ah bah ouais. On fait tout trop vite. Allez, quoi, prends ton temps. Allez. Respire. Chose que t'aimes pas. C'est trop bon, merci. Merci. Ton clitoris est le seul organe exclusivement dédié au plaisir. C'est son unique rôle. C'est lui qui rend la pénétration parfois agréable et qui peut te procurer de magnifiques orgasmes. Le monde ne se divise donc plus en deux catégories, les personnes vaginales ou clitoridiennes. Tu es clitoridienne. Un point, c'est tout. Il existe pourtant deux façons d'atteindre l'orgasme. Par toucher externe du gland du clitoris ou par pénétration. Allez, on fait monter. Encore. Ok. Plus fort. Je suis prête. Installe-toi. Allez, hop, hop, hop. Je suis d'accord. Détends-toi. Ouais, ça me dit bien. Ça marche. Allez. On y va. Il est grand temps de prendre notre plaisir au sérieux et d'admettre ses effets thérapeutiques. Car si l'auto-exploration permet de mieux se connaître, c'est aussi une façon d'apprendre à s'aimer, de prendre le temps de choyer son corps, tout comme nous pourrions le faire avec du sport, un massage ou une alimentation saine. C'est se respecter que de se donner du plaisir, c'est apprendre à s'aimer et à s'accepter, phénomène dont les effets sont tout simplement miraculeux. Allez, tu prends ton miroir et tu te regardes. C'est beau. C'est un peu difficile à tenir, mais... À quoi ça ressemble? C'est moche. Mais c'est agréable. Explore. Partie externe. Partie interne. Intra, extra, intra, extra, intra, extra, extraordinaire. Tu es extraordinaire. Tes mains sont extraordinaires. Ta
Ta langue est extraordinaire. Tu es tout simplement extraordinaire. Au-delà de l'ordinaire. Oui, ça va être bien plus long. Allez, on monte très haut. Ok. Je suis prête. D'accord. Ah ouais? Un peu plus bas. Oui. Comme ça. Merci. Là, oui. Ouh, j'ai chaud. Oh. 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 Si une voyageuse débarquait dans notre société sans rien connaître du tout de notre organisation sociale, un dialogue étonnant pourrait avoir lieu. Je peux vous aider? Ça fait 1 heure que je tourne, je comprends rien, je dois pisser. Vous pouvez ici? J'en peux plus. Ah, mais c'est sale. Ah, bah ouais, bah prenez celle à côté alors. C'est bizarre. Comment ça? Bah c'est uniquement pour le solide. Moi je veux uriner. Bah alors allez dans les urinoirs. Oui, mais je peux pas m'asseoir. Mais si, c'est possible. Ah, mais j'ai mes règles aussi. Bah, c'est liquide aussi. Bah oui. Bon, dans l'urinoir ça ira, il y a de quoi faire une toilette à côté, vous savez. Comment ça? Bah il y a de l'eau et du linge pour se frotter ou pour se sécher. Y a pas de chasse d'eau. Ah, j'en peux plus. Mais rentrez ici, ça va aller, vous savez. Mais non, y a que des hommes. Bah comment ça? Je comprends pas. Normalement, je vais pas dans les toilettes des hommes. Bah qu'est-ce qu'ils ont les hommes? Je sais pas, je vais pas là, c'est tout. J'ai peur. Ah mais... Attendez. Cet endroit où les prédateurs sont majoritairement des hommes. C'est ça, c'est ça, mais j'en ai entendu parler, vous venez de cet endroit. Mais oui, j'ai vu un reportage là-dessus. Mais oui, c'était incroyable ce truc quand même. Je comprends, ok, mais c'est dans vos espaces intimes, c'est ça en plus. Mais oui, c'est vos proches, non? C'est ça, c'est vos pères, vos oncles, vos parrains, le cul là, le comment là, le cul,
le représentant de la religion, là, le truc, là, ouais, oui, c'est ça, c'est eux qui vous agressent sexuellement, mais non, mais c'est quand même particulier comme endroit, enfin, bah oui, mais attendez, mais je comprends que vous ayez peur. Bon, vous savez, ici, on n'est pas comme chez vous, hein. Les hommes, les femmes, là, y a toutes sortes de gens ici, hein. Puis on peut tous être agressifs à un moment ou à un autre, hein. Ici, vous voyez, c'est juste un endroit pour se vider. Donc, vous avez vraiment l'air d'en avoir besoin. Donc, lâchez-vous, vous tracassez pas. Tenez, rentrez ici, ça va aller. Vous pouvez rester derrière la porte ? Oui, si ça peut vous rassurer. Incroyable cet endroit. Enfin, comment... En fait, elle est traumatisée. Merde. Vous avez fait un geste, lâchez. La personne peut pleurer. Et là, ça va où ?